Salut à tous. Aujourd'hui, on va parler du conflit linguistique. Pourquoi certaines langues dominent pendant que d'autres disparaissent peu à peu? Qu'est-ce qui se joue vraiment quand deux langues coexistent dans une même société? On va voir ça ensemble, en s'appuyant sur les travaux de chercheurs comme Kremnitz et Arasil. C'est parti. Le conflit linguistique. Théorie du conflit linguistique et enjeu de la normalisation. La théorie du conflit linguistique a été élaborée par un courant théorique regroupant les écoles de sociolinguistique catalane et occitane. Cette théorie remet en cause l'idée d'une coexistence pacifique induite par la répartition fonctionnelle qu'implique le concept de diglossie. Pour les tenants de cette théorie, les langues en présence sont soit dominantes, soit dominées. Kremnitz affirme qu'il y a conflit linguistique quand deux langues clairement différenciées s'affrontent, l'une comme politiquement dominante, emploi officiel, emploi public, et l'autre comme politiquement dominée. Les formes de la domination vont de celles qui sont seulement répressives, jusqu'à celles qui sont tolérantes sur le plan politique et dont la forme répressive est essentiellement idéologique. Un conflit linguistique peut être latent ou aigu, selon les conditions sociales, culturelles et politiques de la société dans laquelle il se présente. Fin de citation. Il y a dès lors deux issues possibles au conflit. Premièrement, la substitution, c'est-à-dire le remplacement par la langue dominante de la langue dominée, dont les fonctions se réduisent jusqu'à finalement disparaître, provoquant l'assimilation d'une communauté linguistique et culturelle dominée par la communauté dominante. Deuxièmement, la normalisation, qui consiste à rendre normal l'usage de la langue dominée aux côtés de la langue dominante. Ce processus de normalisation linguistique se divise à son tour en deux volets principaux. La normativisation, c'est-à-dire le processus comprenant à la fois la standardisation et la codification, et l'extension des domaines d'emploi. La langue dominée gagne ou regagne alors des fonctions sociales légitimes et valorisées. Elle devient une langue enseignée, une langue utilisée dans l'enseignement, dans l'administration ou encore dans la littérature. Qu'est-ce que la standardisation? La standardisation est la codification d'un idiome par l'explicitation de ses normes à la fois linguistiques et sociales. La reconnaissance de leur légitimité et leur imposition par les moyens des institutions, dont principalement l'enseignement et l'administration. La standardisation est donc la conséquence d'une décision institutionnelle et non une qualité intrinsèque des langues, en elles-mêmes et par elles-mêmes. En d'autres termes, un langage standardisé est celui qui bénéficie de mesures de normalisation de sa graphie et du bon usage de ses structures phoniques, morphologiques, lexicales et syntaxiques. Les normes linguistiques sont alors explicitées dans les ouvrages de grammaire normative et dans les dictionnaires. En Algérie, l'attribut de standardisation s'applique par excellence à l'arabe standard, qui constitue l'une des deux variétés nationales officiellement reconnues. Il s'agit d'une langue dont la norme est fixée de façon explicite. Tamazigh, également langue officielle depuis la révision constitutionnelle, fait l'objet d'efforts de standardisation, bien que ce processus soit plus récent et encore en cours d'élaboration. L'école catalane et la normalisation linguistique. De son côté, l'école catalane adopte le terme de normalisation linguistique avec un sens beaucoup plus large que celui de codification. En effet, la situation de Catalogne a beaucoup servi les sociolinguistes. Sachons qu'en Catalogne, l'espagnol constitue la langue de l'État, alors que le catalan était la langue de l'usage courant. Chose qui a beaucoup aidé les sociolinguistes comme Arasil, Lambert Félix et Robert Lafonte, pour qui la diglossie n'est pas une coexistence harmonieuse entre deux variétés, mais signe d'une situation conflictuelle entre une langue dominante et l'autre dominée. Arasil ajoute que cette situation conflictuelle peut mener à deux autres situations. Soit la langue dominée disparaît en laissant place à la langue dominante, ce qu'il appelle substitution.
ou bien elle recouvre ses fonctions et ses droits. Il s'agit de normalisation. Il continue en proposant de distinguer entre les fonctions sociales de la langue et les fonctions linguistiques de la société. Les relations entre les deux ensembles peuvent déboucher sur la substitution ou sur la normalisation. Dans le premier cas, lorsque les fonctions linguistiques de la société ne trouvent pas de réponse adéquate dans les fonctions sociales de la langue, nous sommes en présence d'un déficit. Un déficit des fonctions réciproques dans l'autre ensemble. Et cette amplification débouche, par multiplication du déficit initial, sur la substitution. Dans le second cas, c'est le feedback négatif, par une régulation, une autocorrection ou un effort compensatoire entre les fonctions linguistiques de la société et les fonctions sociales de la langue qui débouchent sur la normalisation. Aracil, cité par Boyer, souligne que, par définition, sans parler de l'étymologie, la normalisation consiste surtout dans l'élaboration et la mise en vigueur de systèmes de normes d'usage linguistique. Or, cela suppose nécessairement que la normalisation est toujours consciente. En réalité, du moment qu'elle est prospective par définition, elle est aussi prévoyante. Elle implique en effet non seulement une attitude favorable envers la langue qu'il s'agit de normaliser, mais aussi, et notamment un espoir et une confiance dans l'efficacité de l'action sociale éveillée et concertée. Après tout, si l'affaire ne valait pas la peine ou qu'elle semblait clairement inviable, on ne songerait guère à y placer des ressources. L'aventure, car il s'agit toujours d'une aventure, commence au moment où le pari est accepté. Je voudrais insister, entre parenthèses, sur le fait que cette façon active et optimiste d'aborder la question s'oppose radicalement au fatalisme des philologues idéologues qui veulent nous faire croire que les langues se développeraient et s'entendraient d'elles-mêmes, sans intervention humaine, en vertu des lois naturelles inhérentes à leur essence. Fin de citation. Voilà pour ce survol du conflit linguistique. Comme on l'a vu, une langue ne disparaît jamais naturellement. Il y a toujours des enjeux sociaux, culturels et politiques derrière. Merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à poser vos questions ou à partager vos remarques en commentaire. À bientôt pour une prochaine vidéo.